parmi vous connaît les dialogues de Bohm? Juste comme ça. Peut-être J'allais dire, moi, j'ai pas eu l'occasion de regarder la vidéo que tu avais donnée il y a pas longtemps. J'ai pas eu l'occasion d'en prendre connaissance. et Raymond, tu connais un tout petit peu? Pas du tout? Non, on ne t'entend pas. Ah oui, je vais. Voilà. Voilà, je t'ai activé. Merci. Non, non, je connais pas du tout. J'ai essayé d'aller voir sur Internet hier et il n'y avait pas grand-chose. Enfin, j'ai pas trouvé En français, il grand-chose. n'y a pas grand-chose, effectivement. Alors, bon, on va, on va couper les micros pendant que je fais la petite présentation, mais ça va pas être très très long. L'objectif est de vous emmener dans la pratique. Eh bien, pour moi, ça fait longtemps, ça fait quelques années que j'ai plus animé des groupes de pratique de dialogue de Bohm. J'aime bien parler d'aiki dialogue parce que ça permet de mélanger un peu plus avec ma propre pratique ou avec l'aïkido. C'est les gestes et les attaques et les défenses corporelles qui sont ici remplacés par les mots. Alors en fait, les dialogues de Bohm, c'est à la fois un concept et c'est surtout, je pense, une brillante idée par un cerveau brillant qui est en fait, c'est David ou Daniel, non, j'ai une hésitation tout d'un coup. Ça commence par D, Bohm, qui a en fait une réflexion au-delà de sa qualité de scientifique averti, de la qualité et l'importance de revenir à une forme de dialogue qui est assez différent de ce qu'on entend en général par la notion de dialogue. C'est-à-dire que un dialogue en général, bon, on imagine une conversation ou un débat, et en fait, dialogue déjà au départ pour lui, c'est dialogos, c'est-à-dire logos c'est le mot, c'est la parole, et dia c'est à travers, donc c'est se laisser traverser par les mots. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est à la fois simple et compliqué, c'est les deux à la fois. Il part du principe que nous avons toutes et tous des a priori, des suppositions, des hypothèses, vous pouvez appeler ça des croyances, vous pouvez appeler ça des pensées, si vous voulez, qui en fait construisent ce qu'on dit par ailleurs, qu'on appelle la carte du monde, par exemple. Et en fait, l'ensemble de ces hypothèses sont devenues tellement intégrées, déjà simplement la compréhension du langage sont déjà tellement intégrées que on n'arrive plus à les remettre en question en tant que telles. Et le but des dialogues de Bohm, c'est en fait de pouvoir travailler sur une prise de conscience de notre manière de nous exprimer, mais aussi notre manière de comprendre l'autre. Et on va voir que c'est effectivement une dynamique. Bon, j'imagine que vous avez déjà entendu parler ou déjà pratiqué ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire une écoute où on se met véritablement à la disposition, au service, en écoute dans la présence d'une autre personne qui s'exprime. Ici, on va même encore au-delà de ça. C'est en fait un procédé qui consiste à prendre conscience de, de ce processus qu'on appelle la pensée et qui est devenu tellement automatique qu'on n'arrive plus à véritablement distinguer s'il y a de la pensée, si c'est la mienne, etc., etc. Alors, si on fait l'expérience de bouger son bras, là je vois que mon bras bouge, vous voyez que mon bras bouge, ça c'est ok. Mais même si je ne regarde pas et que je bouge mon bras, je sais que mon bras bouge. C'est-à-dire qu'en fait le corps a cette qualité, ce qu'on appelle la proprioception, qui permet de, de détecter, d'identifier le geste qu'on fait, parce que si on n'avait pas ça, ben, probablement qu'on serait en danger de mort. On tomberait, on se cognerait aux portes, enfin bref, un ensemble de procédés qui se passeraient, qui seraient dramatiques. Donc pour notre survie, notre corps a développé cette capacité de proprioception. Alors la question est-ce que nous avons cette même qualité pour notre pensée, notre manière de penser?
est-ce que nous avons une capacité de détecter comment notre pensée évolue, comment elle se développe et comment elle se transforme. Eh bien, il semblerait que les nouvelles sont à la fois bonnes et mauvaises, c'est que pas vraiment, en fait. Notre pensée est tellement intégrée dans notre cerveau que, en fait, nous sommes accompagnés par elle, nous sommes emmenés par elle, et en fait, le but, c'est effectivement là de commencer à faire un autre processus qui consiste à s'observer en train de penser. Et donc là, on se rapproche très fort de ce qu'on appelle, de ce qu'on voit en mindfulness et méditation, etc., etc. La seule chose ici, c'est que ça se fait pendant qu'on est en train d'échanger. Donc, ce n'est pas un moment d'isolement, c'est un moment où je suis en interaction avec la personne. Alors, par rapport au langage et aux mots, on sait très bien que, en fait, notre cerveau, notre néocortex a vraiment construit des représentations qui viennent en concurrence quelque part avec nos perceptions. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois nous avons des choses qui nous parviennent à travers nos sens, et à la fois nous avons des choses que nous éveillons, des représentations que nous allumons, que nous créons à travers notre cerveau. De sorte que notre cerveau, je dirais, plus primitif, le limbique et même le reptilien quelque part, en fait, ne savent plus vraiment si c'est la pensée qui a amené quelque chose ou si c'est moi qui ai observé quelque chose. C'est toujours ça qui est... On utilise ça très fort en hypnose et en toutes les techniques de rêve éveillé ou de conscience modifiée, où on essaye d'inviter la personne en lui démontrant très facilement qu'en fin de compte, entre ce que j'imagine et ce que je vois réellement, en fait, mon cerveau ne fait pas vraiment la différence, en tout cas pas tout le temps. Alors en fait, le procédé est bien sûr, si je parle pensée, je parle aussi des émotions. Les émotions qui sont bien souvent, ou la plupart du temps, ou peut-être tout le temps, créées, provoquées par le résultat d'une pensée. Et cette pensée, elle est tellement rapide qu'on a parfois l'impression qu'en fait, c'est l'émotion qui est venue avant. C'est exactement la même chose aussi avec ce que moi j'utilise beaucoup dans ma pratique Aikikom, ce qu'on appelle le gut feeling en anglais. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français, mais c'est vraiment ce qu'on sent dans ses tripes en disant tiens, c'est ça que je dois faire ou c'est pas juste. J'ai bien réfléchi, mais malgré tout, je le sens pas là. C'est ce sentiment un peu diffus qu'on a à travers véritablement ce qu'on appelle maintenant le cerveau entérique, c'est-à-dire le cerveau qui est localisé dans notre ventre, dans les intestins, etc. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de voir que c'est un mécanisme qui se passe à une vitesse absolument incroyable et qui est basé, et là parce que maintenant on va en venir au langage proprement dit, notre manière de parler, notre pensée est en fait une pensée qui est devenue, mais pas depuis longtemps, depuis on va dire 5000 ans quelque part, une pensée littérale, c'est-à-dire une pensée qui est destinée à être opérationnelle, à décrire avec une relative précision, de manière à pouvoir être efficace, à s'organiser, à lever un maximum d'ambiguïté. Alors si on prend l'extrême du langage littéral, on a le langage scientifique par exemple, ou le langage technique, qui utilise des mots tellement précis qu'il n'y a plus de place pour le doute quelque part. Mais ce langage qu'il appelle littéral est en fait le successeur ou le fils ou le descendant d'un autre langage beaucoup plus ouvert et qui a été pratiqué, lui, pendant plusieurs centaines de milliers d'années. C'est ce qu'il appelle le langage participatif. Alors le mot est un peu bizarre, je vais expliquer pourquoi, mais il est participatif parce qu'il part de l'hypothèse qu'en fait nos pensées ne sont pas vraiment nos pensées. C'est aussi la pensée de quelqu'un, c'est une pensée qui est là quelque part et qui s'empare de moi ou dont je m'empare et qui va peut-être émerger chez quelqu'un d'autre alors qu'elle avait émergé maintenant chez moi et peut-être chez quelqu'un d'autre, etc., etc. Et cette pensée participative, elle est la base du travail des dialogues de Bohm. C'est une pensée qui consiste à dire tout ce qui me vient là comme ça, peut-être que c'est venu chez vous hier ou demain ou tantôt ou en même temps que moi. Je n'en sais rien et ce n'est pas important. Donc ce n'est pas ma pensée, c'est une pensée. Et même, il va plus loin, il dit la pensée, dont nous ne parvenons qu'à capter quelques bribes avec notre cerveau, parce que notre langage
et notre pensée forcément abstraite est nécessairement limitée. Alors, c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est que justement, alors on peut ainsi démonter le mythe de c'est ma pensée, et si c'est ma pensée, eh bien, je n'ai plus besoin, si ce n'est pas ma pensée, ou si je suis conscient que ce n'est pas ma pensée, je peux commencer à m'en détacher, à dire voilà, voilà une idée. Alors est-ce que ça vaut la peine de se battre pour une idée ou pour une pensée dont je sais pertinemment probablement qu'elle appartient à d'autres, probablement elle m'a été insufflée, invitée à entrer dans mon esprit simplement parce que dans la société, dans la collectivité, des choses se passent qui prennent sens. Et donc, à ce moment-là, il dit, ben, voilà, si cette pensée est juste, ça ne vaut pas la peine de se battre pour elle parce qu'elle est juste. Et si elle est fausse, ça ne vaut pas la peine de se battre pour elle non plus. Donc, en fait, la démarche qu'on va travailler dans les dialogues de Bohm, c'est en fait, à ce moment-là, de véritablement trouver un moyen d'expression en se disant que je ne suis jamais quelque part qu'un canal, un capteur particulier, mais je fais partie d'un tout, et le travail du dialogue se fait en groupe dans l'idée d'éveiller ça. C'est-à-dire, la première chose, c'est se détacher de cette propriété de la pensée ou de l'idée que j'ai, et aussi d'accueillir celle des autres, parce que je sais que peut-être à un moment donné, ou pour une autre raison, elle est l'idée de tout le monde, elle est l'idée de la globalité. Et c'est ça qui est le véritable challenge. Alors, où ça devient compliqué quelque part, c'est dans la pratique. C'est-à-dire que si par exemple, et on le voit souvent quand on fait des tables de dialogue comme ça, qu'on a quelqu'un qui parle de quelque chose, qui évoque quelque chose, une expérience, une idée, ou quelque chose dans ce genre, avec laquelle je ne suis pas d'accord, foncièrement. Par exemple, dans ce genre de situation-là, c'est toujours ça qui se passe, parce que c'est mon expérience. Je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qui se passe automatiquement, et probablement que vous le ressentez déjà là maintenant depuis que je parle, à savoir que au fur et à mesure que je vous raconte des choses, vous avez des résonances avec des choses que vous connaissez déjà. On passe son temps à capter, ah oui, ça ressemble, oh tiens, ça c'est surprenant, tiens, ça je ne suis pas d'accord. Et il y a tout un mécanisme qui se met déjà en marche, de facto. Et ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est que justement, c'est de commencer à prendre conscience au fur et à mesure, là que je continue à parler, de voir, tiens, comment je reçois les mots, comment je les comprends, comment suis-je d'accord, tiens, ça, bizarre. Je voudrais bien qu'il précise ceci. Oui, il y a toute cette chose qui se met en place à l'intérieur de soi et qui, quelque part, nous empêche véritablement d'être dans ce bassin d'idées. Et c'est pas pour rien que ma feuille est tombée dans un bassin tout à l'heure, à mon avis. C'est que justement, il y a la pensée, quelque part, quelque chose d'assez global, dont je détiens quelques bribes. On va passer du temps simplement à échanger entre nous de manière à se dire, voilà, je ne possède rien, voilà ce qui vient pour le moment, voilà ce qui me vient dans ce que j'ai entendu maintenant, etc., etc., en étant conscient que les choses roulent et se déroulent de cette manière-là. Et on arrive ainsi, ça c'est l'objectif des dialogues qui se pratiquent selon David Bohm pour des groupes qui peuvent aller de 20 à 40 personnes, peut-être même plus. J'ai jamais essayé parce que pour moi c'est vraiment très compliqué déjà de le faire avec des petits groupes. Mais alors des grands groupes, il paraît que ça doit être assez phénoménal. Donc il y a cette notion de pensée, de résonance, et de véritablement en fait essayer d'éveiller quelque chose de plus vaste que notre propre pensée à travers l'échange. Alors par rapport à la pratique, et comme on avait parlé en préparant un petit peu cette séquence, ce qui est important, c'est effectivement de voir, d'être conscient le plus possible, de travailler cette conscience, de développer cette proprioception de la pensée qui n'existe pas vraiment, et en étant conscient aussi d'une chose qui est importante avant de commencer, c'est qu'en fin de compte, on n'a pas d'objectif quand on fait les dialogues de Bohm. Il y a certains dialogues, on essaie de négocier, on essaie de convaincre, on essaie de partager son idée. Dans les dialogues de Bohm, il n'y a aucun objectif. Pourquoi ? Parce que déjà la pensée, elle est forcément restrictive par rapport à
à l'infinité de tout ce qui pourrait être considéré comme pensée, émotion, et dans lequel nous baignons, chaque fois que nous allons nous concentrer ou porter notre attention pour quelque chose de particulier, nous allons restreindre notre marge d'exploration et forcément nous limiter. Alors c'est bien, c'est pas bien, ça dépend des circonstances bien sûr. Donc en fin de compte, si j'ai un objectif qui est je voudrais vraiment vous convaincre que ce que je dis est correct, eh bien automatiquement je perds des possibilités. Si je suis encore plus si je veux convaincre et si même je veux m'expliquer à moi, etc., etc., etc. Donc en fait l'idée c'est de se débarrasser d'avoir un objectif et c'est assez perturbant. On dit mais pourquoi est-ce qu'on cause là? On cherche à rien faire en fait. D'accord? Et en fait ce qu'il dit, parce que si vous regardez David Bohm, il a une théorie qui s'appelle l'ordre explicite et l'ordre implicite. L'ordre explicite c'est tout ce que nous pouvons observer, ce que les scientifiques mesurent, ce que vous vivez dans le quotidien, etc. Et l'ordre implicite, c'est comme une sorte de monde potentiel. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fin de compte, toutes les idées sont déjà là. Et il y en a une quantité infinie et on va très en profondeur dans la subtilité des idées. Jamais notre esprit ne pourra capter une grande partie. Par contre, si je relâche mon attention, et c'est ce qu'on fait en principe dans la méditation, pour autant qu'on ne soit pas concentré sur sa respiration, ou bien si on est simplement sans objectif, vous avez ça parfois, vous vous promenez dans la nature et vous laissez l'esprit divaguer, et bien souvent on limite de plus en plus les moments, les opportunités de divaguer, c'est-à-dire de véritablement laisser l'esprit surfer sur la vague de ce bassin de pensée. On va pouvoir faire émerger des choses, et encore plus en groupe. Puisqu'à ce moment-là, c'est nos mécanismes de pensée, nos cerveaux qui se mettent ensemble et qui vont commencer à faire entrer en résonance un certain nombre d'idées. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, j'avais encore préparé plein de trucs, mais sinon on ne va pas s'en sortir. Donc ce qu'on va faire maintenant, déjà de toute façon, normalement, vous avez pu déjà commencer à faire cette pratique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez déjà été conscient des résonances des mots avec les autres, etc., etc. On est dans un mode d'écoute dans un seul sens. Donc maintenant, ce qu'on va ajouter, c'est la dimension supplémentaire. Donc je vais, comme disait Zoom, activer les muets. Activer les muets. Ça, j'ai l'impression que je fais mon petit miracle à moi. Hein. Alors, on commence les dialogues de différentes manières. Il y a une première manière qui consiste à ne rien dire et puis on voit ce qui arrive. Parfois on n'a pas le temps, parfois c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je propose, c'est peut-être de mettre un mot sur la table virtuelle qu'est Zoom et simplement on laisse percoler le mot. La seule chose que je veux encore dire avant de commencer véritablement, c'est de, je dirais, apprivoiser cette notion de il n'y a pas d'objectif. Je vais simplement, à l'issue de cet échange, je vais simplement être nourri, être abreuvé, être inondé, être de choses. Et c'est comme ça. C'est déjà un énorme challenge. La deuxième chose aussi, c'est effectivement, et pour moi, dans mes expériences, j'ai déjà organisé parfois des week-ends complets. On était une vingtaine, et pendant 2 jours, on ne faisait que des tables d'échange. Pendant 2 jours. Je peux vous dire qu'après 2 jours, la vie a changé, réellement. Je ne sais pas dans quel sens, mais la vie change, réellement. Et ce qu'on faisait, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, on met un mot sur la table. Et comme ça, on peut avancer, mais on pourrait très bien le faire avec rien du tout, tout simplement. C'est OK? Vous avez des questions avant qu'on plonge? Là, vas-y Raymond. Ah ben non, mais je ne sais pas où je suis là. Moi, j'ai une Parce que question. c'est vrai que s'il n'a pas de but, donc je ne sais pas, parce que dans la précédente session, là, c'était plutôt être en relation. Ouais. Donc ici, je me dis...
Très Ça bonne, sert à quoi? très bonne question. Ça sert à quoi? Deuxième très bonne question. Deux questions en une. Je vais tout de suite y répondre. La première chose, euh, dans les arts martiaux, si on parle de techniques de self-défense comme l'aïkido, dans les arts martiaux, on commence par apprendre des techniques. Première technique, deuxième technique, troisième technique, sur cette attaque, et on apprend les techniques. Une fois qu'on met le débutant face à un attaquant et qu'on lui dit défends-toi, donc on lui donne un objectif quelque part, il va essayer de faire cette technique, et ça va être toujours maladroit parce que la technique ne va jamais émerger. Comme disait Yoshiba, le mouvement jaillit de ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne choisis pas le mouvement, il y a un bras qui se lève, je lève le bras et on est parti là-dedans. Naturellement, ça nécessite un travail. D'accord? Mais c'est ça qu'on cherche à faire. On commence par faire des figures imposées, comme on dit, et puis, à un moment donné, on doit apprendre à les lâcher. Et c'est quand on les lâche que des choses merveilleuses se passent. Ici, dans cette pratique-ci, on est dit, oulala, ça manque de structure, cette absence d'objectif. C'est assez déstabilisant parce qu'on a ce critère d'utilité et je suis le champion du monde du critère d'utilité. Hein, donc, il n'y a personne qui peut me battre sur ce terrain-là. Par contre, si on veut quand même se mettre un objectif, on va dire que c'est le mécanisme, c'est ce que Bohm appelle le mécanisme de suspension. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple je m'énerve parce que je parle de trop, par exemple, oui, je m'énerve, j'ai sens cette colère qui monte en moi. Je pourrais très bien la répresser, c'est comme ça qu'on dit en français. Réprimer. La réprimer, désolé, ça c'est l'anglais qui déborde. La réprimer, ouais. C'est-à-dire, en fin de compte, je qualifie cette colère de inadéquate et je ne vais pas l'exprimer avec tous les inconvénients ou les avantages que ça peut avoir. On ne va pas rentrer là-dedans. Par contre, lui, il dit non, c'est pas ça qu'on cherche à faire. Et par rapport aux pensées, c'est pas de les réprimer, mais c'est plutôt il appelle ça un mécanisme de suspension. C'est-à-dire que quand j'entends quelque chose, j'ai envie de penser à quelque chose, et là, je me mets dans une position d'étonnement. Tiens, je suis encore parti. Tiens, il se passe ceci. Je vais revenir dans les cours, exactement comme on fait en mindfulness et en présence, hein, en pleine présence. Hein. Et avec cette idée, et c'est pour ça qu'il faut nourrir nos esprits cartésiens, rationnels, qui aimons le concret, on sait qu'en fait, on doit se mettre dans ce bain. Quand on pratique l'aïkido et qu'on est dans vraiment les moments magiques, il y a une attaque derrière, on se tourne et on attrape le bras, on ne sait pas pourquoi ni comment, on ne l'a pas vu et on ne l'a pas entendu. Et c'est ça qu'on essaye d'obtenir, et surtout, on prend la part des choses entre ma responsabilité et la responsabilité qui vient de l'autre. L'autre m'a attaqué, comment moi je réagis. Donc en fait, effectivement, par rapport à la mise en relation, le top du top de la mise en relation, c'est d'arrêter d'avoir une intention. Ce serait le top du top. Et on rejoint des expériences qui sont comparables aux expériences de Flow, de Chmielewski, je ne sais pas dire son nom, toujours la même chose. Csikszentmihalyi, voilà, c'est plutôt ça. Et voilà, c'est simplement ça. Ça répond un peu à la question? Oui, oui. Bon. Merci. Tu avais une question, Thierry? Oui, évidemment, comme tu disais, moi je ramène ça, évidemment, des choses qui évoquent d'autres choses chez moi. Et ce que tu dis me fait très fort penser dans notre pratique. Bon, Nathalie est praticienne de shiatsu. Raymond, je ne sais pas si tu es praticienne de shiatsu ou... Je fais du shiatsu, oui. Voilà. Et donc dans le shiatsu, on a le seiki. Et le seiki est vraiment basé sur cette idée de ne rien faire, de se placer, d'être ouvert, de recevoir. Et voilà. Et donc moi, le mot qui me vient dans tout ce que tu dis, c'est seiki. Seiki, je ne suis pas pratiquant de seiki, ce n'est pas une technique que j'utilise moi, mais c'est vraiment cette démarche-là qui est de se laisser se détacher, ne pas avoir d'objectif aussi. Nous, quand on fait un traitement, ben voilà, on a une idée, on a un objectif, on a envie de faire du bien aux gens, et donc on part dans des chemins qui nous sont propres. Donc comment justement, avec ce que tu expliques, comment est-ce qu'on pourrait se détacher de ça et arriver au moment où on reçoit les informations de quelqu'un, que ce soit verbal ou que ce soit le toucher,
comment est-ce qu'on peut arriver à faire abstraction de notre propre projet? En fait, deux choses. D'abord, un jeu de mots un peu foireux. Tu ne bouges plus là. Ouais. Bon, j'espère qu'il est encore là. Oui, tu es encore là? Oui, ça va. Je suis là parce que je t'entendais plus. Ouais. D'abord, un petit jeu, un jeu de mots un peu foireux. Et il parle beaucoup de langage objectif, le langage littéral. C'est le langage qui transforme tout en objet, alors qu'en fait, tout est dans la relation. Et il y a des gens qui disent, quand je pense, c'est qui pense? C'est qui pense? Bon. Désolé. Je replacerai. Je ne résiste pas à un mauvais jeu de mots et je ne supporte pas que quelqu'un le dise avant moi. Donc, je préfère le dire tout de suite, comme ça je suis tranquille. Ce qui est important, à mon sens, si je fais le parallèle avec ma propre pratique, c'est qu'il y a des moments où je fais des choix. Si je suis dans un combat quelque part, il est clair que mon objectif, c'est quand même me défendre quelque part. Enfin, sinon, qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce qui se passe, d'accord? Par contre, au moment où je fais la technique, là, je lâche. Donc, ce sont des moments d'intention avec des espaces d'ouverture. C'est comme on dit, entre deux notes d'un concerto de Mozart, c'est aussi du Mozart. C'est l'espace entre les notes qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est l'espace au moment où on est en train d'explorer. À un moment donné, si je ne lâche pas, je vais forcer les choses. Il y a des chances que je vais forcer les choses, ou je vais être frustré, ou me sentir frustré de ne pas trouver les choses à forcer quelque part. Donc, à un moment donné, j'ai mon intention, je m'inscris dans cette intention, de la même façon que je rentre dans une pièce quelque part. Je ne peux pas faire abstraction que je suis dans une pièce pour le moment, d'accord? Mais à l'intérieur de la pièce, je dis maintenant, ok, et je lâche, et je suis surtout conscient de ce mouvement qui se passe entre les deux. Justement, cette notion de connexion est hyper importante. Donc, pour moi, de toute façon, on ne peut pas faire des dialogues de Bohm de toute sa vie, depuis qu'on est né jusqu'à sa mort. Il faut bien, à certains moments, assurer sa subsistance quelque part. Mais en fait, c'est ce qu'on faisait dans les clans, dans les tribus ancestrales. On se mettait autour de la table, et le totem, c'était la tribu, et j'étais la tribu. Ma limite avec le groupe était complètement fluide et simplement elle est là pour m'exprimer correctement. Et on retrouve ça encore maintenant. Vous voyez qu'on déclare la guerre tout d'un coup au pays d'à côté, tout d'un coup on va s'identifier à notre pays. Oui, on retrouve cette notion participative à l'intérieur. On peut avoir ça avec l'esprit de groupe à travers une coopération, une fédération de thérapeutes, par exemple. On peut dire, tiens, voilà, on a attaqué l'homéopathie, je suis homéopathe, je me sens touché. Oui, ça c'est un mécanisme de langage participatif. Et ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de trouver une voie pour un peu moins baliser, un peu moins délimiter les pratiques. Et à un moment donné, on lâche et on est dans une perception complète. On est dans le champ. C'est ce que j'appelle vraiment être dans le champ. À un moment donné, on dit, ok, ça va, je suis très pragmatique, je dois écrire ce texte, etc. Je me lâche, et puis tout d'un coup, les mots arrivent. Je ne sais pas d'où ils viennent. Tous les mécanismes créatifs, à mon sens, sont basés sur cette capacité de pouvoir lâcher, et aussi, avec moi, je trouve très important cette notion de non-appartenance. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Je ne suis que simplement quelqu'un qui a attrapé quelque chose qui passait par là. Et quand ma pensée est partie, elle ne disparaît pas. Elle redescend dans l'implicite et elle va peut-être émerger chez quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, je vais vous mettre comme terme. Qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce que vous voulez proposer un mot? Curiosité. Curiosité. Je suis curieux. Ok, alors comment on fait? Simplement, vous laissez résonner un petit écart à la liberté complète qu'on fait dans les dialogues de Bohm, pour qu'on arrive plus vite à quelque chose de probablement plus intéressant. C'est d'essayer de toujours, quand vous exprimez quelque chose, de le connecter à une expérience concrète, à quelque chose de vrai. Pas un dialogue à propos, d'accord? C'est de la curiosité, tiens, si je regarde l'étymologie, ça veut dire de... C'est pas intéressant ça, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est comment le mot curiosité résonne dans votre expérience. Et qu'est-ce qui émerge de cette rencontre entre ce que vous sentez et ce mot. Et après, de ce que les autres apportent. Et puis de ce que vous apportez.
Et là, on est parti. On est parti. Et quoi, on dit chacun quelque chose à son tour ou comment ça se passe? À son tour, quand tu veux, Ah, à propos du mot, en relation avec le en mot, relation avec le mot. On ce que pourrait ça le nous évoque. Et on ne doit pas rester sur le mot, hein. Vous pouvez lâcher sur le mot. Là, parce que maintenant, on a dit curiosité, et moi, je vois perplexité, perplexité interrogation. et hésitation. Moi, j'étais très contente d'entendre le mot curiosité parce que c'est une valeur qui est super importante pour moi en fait. Donc voilà, ça résonne beaucoup pour moi. La curiosité, je trouve que c'est quelque chose qui est très très important tout au long de la vie. Être curieux, ça veut dire apprendre. Moi, j'ai pensé à bavard, mais ça n'a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu. Un bavard, dans le sens de bavard, moi, ce qui m'est venu pendant que Anaïs, tu parlais, je me rappelle de la curiosité de ma grand-mère qui était toujours à la fenêtre pour voir qui passait. Et tout de suite, j'avais un goût un peu plus saumâtre de cette belle curiosité que tu évoquais, quoi. Moi, je pensais à littérature et quand je prends le mot d'Anaïs et le mot de Raymond, ça me fait beaucoup, tu vois. Il faut apprendre beaucoup. Parce que si on va rechercher des choses, si on est curieux, il y a tellement de choses à apprendre, on est noyé. Et là, je rejoins un peu le bavard de Raymond. Et moi, noyer, ça me fait penser à la mare dans laquelle les pensées se perdent et se noient, ouais. On est dedans là pour moi. Mais on sait nager quand même. Mhm. Oui, j'aime bien. Et moi, j'ai comme résonance, parce que je suis très auditif, j'entends que peut-être la curiosité sera une manière de curer notre société. Curer la cité, plutôt. Une cure pour la cité. Bon, je suis dépendant des mots, c'est le problème. Oui, bah c'est marrant parce que moi, ça me fait tout de suite penser à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc très centré sur moi, mais sur l'apprentissage et par rapport à la cité et la cure de la cité, bah pour moi, l'éducation, par exemple, c'est quelque chose qui est super important. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes pour arriver à un équilibre humaniste un jour, voilà, c'est l'éducation, entre autres. Tout passe par là pour moi. Et alors moi, ce que tu viens de dire, et aussi tantôt ça résonnait, c'est que la curiosité, ben pour moi c'est super important aussi. C'est une valeur pour moi, mais ça a aussi été quelque chose qui m'a été reproché dans ma vie, parce qu'il y a des gens qui ont une vision de la curiosité qui est tout à fait opposée à la mienne et qui voient ça comme un vilain défaut. Et du coup, justement, de se poser la question, enfin en tout cas pour moi, de justement de l'avenir, l'éducation est tellement important pour pouvoir sortir finalement d'une sorte d'obscurantisme qu'on connaît en ce moment. Et finalement, il y a comme deux forces, deux pôles opposés. Il y a ceux qui ont envie de s'éveiller et puis il y aurait ceux qui voudraient rester endormis. Et voilà, je sais pas, tout ça me vient là maintenant. Alors, je C'est ramène ça marrant. toujours à notre pratique. C'est marrant parce que j'étais parti dans une idée au départ avant que Nathalie ne parle, avec l'envie d'exprimer, et puis je me suis dit non, 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 plonge dans ce que Nathalie dit, et puis, euh, éveiller, oui, ben, éveiller, c'est aussi soigner. Soigner dans le sens, on reçoit des gens et on a envie de les réveiller, on a envie de faire quelque chose pour qu'ils changent de leur émotion, pour qu'ils changent des comportements qui ne sont pas profitables à eux. Et on aimerait bien agir dans ce sens-là et apporter notre petite graine là-dedans. Euh, oui, c'est un des pôles de ce qu'évoque chez moi ce que Nathalie vient de dire, en tout cas. Moi, ce que j'avais envie d'apporter en plus à côté, c'est
J'ai entendu le mot aujourd'hui et c'est un mot qui aussi m'interpelle beaucoup. Je suis très curieux aussi et c'était le mot infobésité. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. C'est l'obésité de l'information, c'est-à-dire qu'en fait on est inondé d'informations dans tous les sens, quantité, qualité dans tous les sens aussi. Et cette curiosité, quand elle tourne à l'infobésité, c'est-à-dire qu'en fait pour finir on ne fait plus que ah et ça, ah et ça, ah et ça, ah et ça, et puis voilà, et puis il n'y a plus rien, et, et en lien avec ce que tu disais, Anaïs, par rapport à l'éducation, et je regardais, je dirais, les jeunes maintenant qui ont 18 ans, qui sont nés avec Internet et qui sont inondés d'informations, et en plus, sachant que ces informations sont de plus en plus invitées, dictées, amenées de manière à même masquer les autres informations, et qui fait que on a une curiosité en demi-teinte. C'est je veux voir la fin de cette vidéo, c'est absolument pas intéressant du tout, mais je vais pas ouvrir le livre, je vais pas aller chercher après une information que je n'avais pas. Donc c'est vraiment, curiosité est un mot qui est beaucoup plus complexe déjà comme ça, je trouve. C'est marrant ce que tu dis parce que je sais pas si ça reste dans le dialogue ce que je vais dire, hein, mais je disais justement, j'ai une fille, bah, vous l'avez vu, et en fait, quand elle pose des questions, et beaucoup de questions, j'ai pas de réponse. Et alors, aujourd'hui, le réflexe, c'est je vais voir sur Internet. Et je me disais justement, mais ça, c'est vraiment pas une bonne idée en fait, parce que c'est très facile, on consomme de l'information, comme tu dis. Et en fait, j'ai réalisé que nous, enfin moi, j'avais pas grandi comme ça. J'avais grandi quand on posait une question, on allait chercher dans le volume de l'encyclopédie Universalis ou autre, et on allait chercher la réponse dans des bouquins. Et en fait, on perd ça parce que tout est consommation immédiate et instantanée, aussi dans l'information, dans la connaissance, dans le savoir. Heureusement, pas que, mais beaucoup. Et du coup, ça m'a éveillé un besoin chez moi de me réapproprier une encyclopédie ou voilà, ou un bon dictionnaire pour m'y référer, pour que quand j'ai une question, ben, je puisse aller dans un livre. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a perdu, que j'ai perdu et que j'ai vraiment envie de retrouver. Ça me fait vraiment sourire parce que moi, d'un côté, bon voilà, j'ai grandi aussi dans les livres, plus les encyclopédies, après très, très rapidement aussi Internet, mais pas tout de suite. Et je suis quelqu'un qui lit beaucoup, je lisais peut-être même plus quand j'étais plus jeune que maintenant. Mais par contre, j'ai développé ce réflexe très très vite de cette accessibilité d'information justement par rapport à que ce soit la curiosité ou que ce soit voilà, rechercher une information, une réponse à une question qu'on a. Et je me souviens des anciens collaborateurs dans mon travail qui me posaient des questions. Et ma première réponse quand je ne savais pas, c'était plus je ne sais pas, c'était bah, va voir sur Internet. Et ça m'a fait penser vraiment à ça, ce que tu as dit, parce que c'est la tendance inversée et en même temps, je pense pas qu'on soit si éloigné au niveau générationnel. Donc voilà. Qui sait, qui sait. Les apparences sont trompeuses. En effet. Tu sais pour moi, Nathalie? Oui. Merci. C'est amusant parce que moi, quand Anaïs a dit curiosité, la première chose que j'ai pensé, c'est livre. Et là, on vient de faire une espèce de boucle et on revient à livre. J'aime bien. Moi, c'est la notion de distance. C'est-à-dire, je vais chercher l'encyclopédie, j'imagine, au-dessus, et la retirer, il ne faut pas qu'elle tombe. Enfin bref, en général, on les met au-dessus, pourtant c'est très lourd, mais soit. Mais d'où vient cette curiosité? C'est vraiment cette envie d'aller voir ailleurs. C'était peut-être l'exploration avant. Et en fait, la distance d'exploration matérialisée par la curiosité est de plus en plus courte. Maintenant, avec le téléphone qu'on a toujours en main, donc en fait, il y a qu'à faire 10 cm de geste et l'information est là. Alors qu'avant, il fallait parfois aller à la bibliothèque si on n'avait pas changer de pièce ou changer de maison, enfin aller ailleurs à la bibliothèque pour aller trouver l'information. Et quel est l'impact de cette curiosité sur cette réduction de la distance?
Ça m'interpelle vraiment beaucoup parce que je me dis, du coup, est-ce qu'il va y avoir une réduction de la curiosité parce qu'elle est tellement accessible qu'elle perd un peu de son mystère, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il fallait faire une démarche pour avoir des réponses, etc. Donc, la curiosité avait quelque chose d'un peu très symbolique, un peu mystérieux, un peu, voilà. Et maintenant, c'est tellement facile d'avoir des réponses. Quel est l'intérêt d'être curieux quand on peut tout savoir tout de suite? Ça dépend ce qu'on entend par savoir aussi. Enfin, moi, la curiosité, ça ne m'évoque pas du tout les livres. Ah non, moi, je me dis, la curiosité, c'est très global, c'est un sens du ressenti, c'est la découverte, c'est l'ouverture à d'autres perceptions, mais pas nécessairement des connaissances intellectuelles. Voilà. Donc je me sens un peu un extraterrestre par rapport à ce qui vient d'être dit. La curiosité, c'est écouter, c'est regarder ce qui se passe autour de soi, dans la nature. Enfin, l'un n'exclut pas l'autre, hein. Mais pour le moment, c'est ça qui m'attire le plus. C'est ça c'est ce que le monde m'évoque. Et curiosité de ses réactions. Enfin, là, parfois, il y a des choses qui étonnent encore. Et moi, ça me rend curieuse de découvrir. Mais ce mot découverte, et c'est vraiment marrant parce que ce mot découverte, moi je le retrouve. Alors pour moi, les livres, c'est pas forcément la connaissance, mais donc par contre la découverte de personnages, d'histoires, de mondes qui ont été inventés, etc. Mais donc quelque part, dans les livres, pour moi, c'est découverte. Pour moi, lire, c'est voyager, c'est faire des choses qu'on n'a peut-être pas les moyens de faire tout de suite par la lecture, par exemple. On peut le faire directement, et donc c'est la découverte et la lecture, pour moi, c'est très très lié, par exemple. Je fais un temps mort. Petit feedback en circularité. Juste dire aussi, il y a la pensée, il y a ce qu'on pense, et il y a le processus de l'échange. C'est deux processus qui sont un peu différents. Et ce qui est intéressant, et je vous pose la question comme ça, on peut continuer après, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe en vous quand c'est fortement différent? Qu'est-ce qui se passe en vous? Et on l'a eu avec Raymond qui a dit, tiens, moi, quand j'entends curiosité, j'entends pas ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un tout petit peu de ça c'est moins bien, ça c'est différent, ça c'est pas à moi? Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai ressenti quand Raymond a dit ça. En fait, j'ai ressenti, on peut se parler franchement, hein, un tout petit agacement intérieur parce que je me suis dit, en fait, j'ai déposé un mot au début et en fait la conversation est partie dans une direction et en rien elle n'excluait tout ce que tu as amené, Raymond. Et du coup, je me disais, pour moi, mais je sais que c'est pas ce que tu as dit, hein, je te dis ce que j'ai ressenti. C'est pas du jugement, hein, je livre mon ressenti intérieur. Et je me suis dit, mais je n'ai pas, donc je sais bien que c'est pas ce que tu as dit. Je me suis dit, mais je n'ai pas du tout pensé ni voulu laisser sous-entendre que la curiosité c'est que les livres, parce que pour moi, loin de là, et je rejoins tout à fait ce que tu disais, quoi. Et du coup, j'ai ressenti une petite frustration intérieure. Et voilà, en fait, d'ouvrir le champ. Pour revenir sur le processus, là maintenant, effectivement, c'est OK, il y a une pensée, il y a une déduction qui a généré cette frustration. Qu'elle soit opportune ou pas opportune, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est prendre comme tu l'as dit, c'est mon impression, c'est mon ressenti, etc. C'est faire la différence entre ce qui se passe à l'intérieur, ce qui a été dit, ne sachant pas non plus ce qui se passe de l'autre côté. C'est ce mécanisme-là qui est intéressant. Et je dirais, avec plus d'entraînement, c'est d'aller juste un peu plus loin que ça. Aller juste, et après ça, qu'est-ce qui se passe? Et après ça, ok, ça va, je suis conscient, j'ai entendu, frustration, c'est ma pensée,
Et là maintenant j'anticipe et je vais dire encore à Raymond d'avant, oui mais c'est ma pensée, je sais que tu ne l'as pas dit, je vais anticiper. Donc c'est cette chose-là qui fait partie de ce processus. Et, et parfois aussi, avec l'entraînement aussi, il y a en fait, pour certaines personnes, on a besoin d'un peu ralentir pour laisser les paroles se poser avant de répondre tout de suite. Parce que si ça répond tout de suite, ça veut dire que la pensée était déjà prête avant la fin de la pensée. Oui. Elle a dit encyclopédie. Ouais, cool, ça me rappelle quelque chose. Qu'elle termine, ça m'intéresse. C'est pas très grave. Après j'y vais, mais d'abord, je vais regarder s'il y a personne qui parle avant moi. Tu vois? Ce mécanisme-là. Ouais. Moi, avant que Raymond parle, à un moment donné, voilà, j'entendais effectivement tout ce qui se disait, et puis je sentais un vide, et ça, c'est nouveau, peut-être un réflexe de praticien, je sentais un vide parce que Raymond ne disait rien, et j'avais envie, ma curiosité, là, elle était animée, d'aller écouter que Raymond voulait dire, ou ce qu'elle avait à dire, ou peut-être qu'elle avait rien à dire, mais j'étais curieux d'aller entendre, d'aller regarder. De ce côté-là, toi, j'ai l'écran qui est partagé, je vois ça comme un corps, bon, je suis parti, et il y avait un kiyo, il y avait un vide de ce côté-là, et voilà, et puis quand tu as dit ça, je me suis dit, mais oui, la curiosité, c'est ça, on peut aller voir sur Internet une fleur ou un cordon ou un insecte, mais le voir dans la nature, l'observer, le regarder, satisfaire cette curiosité de ce moyen-là, c'est encore des autres sens qui sont en éveil. Et donc là, moi, je suis super content parce que l'exploration du côté de Raymond m'a apporté encore une information supplémentaire à l'ensemble du tableau. Et ouais, ça me fait plaisir. Je vais encore ajouter Thierry, qu'effectivement, c'est aussi dans la démarche qu'on essaye de développer. C'est pas un problème si une personne ne parle pas, en fait. L'exercice, c'est de regarder, tiens, qu'est-ce qui est au-dessus de nous, en fait? Et à quoi nous contribuons? Et chacun y contribue d'une certaine manière. Et tout c'est cette notion de fractionner le groupe en un certain nombre de personnes, c'est plutôt de dire, tiens, mais voilà, dans ce que Raymond a dit, qu'est-ce qui se passe? Dans ce qu'Anaïs a dit, qu'est-ce qui se passe? Dans ce que Thierry n'a pas dit, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Parce qu'on ne cherche pas à avoir une définition complète. Hein. On ne cherche pas. Non. Et on ne cherche pas à tout dire non plus. C'est simplement, on a mis un mot là comme ça, mais on peut continuer sur autre chose. Et c'est vraiment, tiens, c'est ça. En fait, c'est tiens, et on laisse. Puis voilà. C'est encore plus, un tout petit peu. On peut encore reprendre. Partir d'ici, comme vous voulez. On peut partir sur le silence, ça peut être intéressant aussi, parce que moi je me dis que c'est un bon... par rapport à tout ce qui vient de se dire et par rapport à ce qui s'en est suivi, le silence, c'est interpellant aussi. Ouais. Le mot qui me venait en tête, c'est interpellant. C'est ce que j'allais dire. C'est interpellant, ouais. D'être à l'écoute, d'avoir cette résonance. C'est interpellant. Moi, j'ai cette sensation là maintenant du groupe. Moi, je dirais une sensation d'un tout. J'ai l'impression qu'on fait tous partie de la même entité.
avec toutes les différences qu'on peut avoir, il y a une union. Moi, j'ai peut-être une question aussi, enfin, c'est plus ma curiosité qui me pousse à ça, mais c'est comment ce type d'exercice se passe avec des très très grands groupes? Est-ce que ça arrive que tout le monde parle vraiment en même temps? Enfin, moi j'imagine une cacophonie, enfin voilà, parce que où chacun parle à son tour, ou comment ça se passe pour que ça fonctionne dans un groupe Mais on est proche de ce qui se passe en art of hosting, etc. C'est en cercle. Donc la limite, c'est il faut que le groupe puisse s'entendre. Et David Bohm a calculé. Au-delà de 40, on ne s'entend plus de l'autre côté du cercle. En fait, c'est ça. Et donc, bien sûr, on respecte un échange. Mais disons que la difficulté, c'est que on- c'est l'opportunité donnée au plus grand nombre de s'exprimer. Et c'est compliqué parce que ça prend du temps et il faut que le groupe se connaisse un peu. Nous, on faisait des groupes dans les pratiques qu'on organisait pendant les week-ends. On faisait des groupes de entre 4 et 8. On essayait 6. Parce qu'à 6, on évite le conflit si des oppositions s'il y a des oppositions. Si on n'est que 2 ou 3, on est très vite dans une triangulation, dans des conflits, des dilemmes et des oppositions. À 6, tout le monde a le temps de s'exprimer. On faisait des sessions qui duraient, je ne sais plus, 3/4 d'heure, je pense. On travaillait 3/4 d'heure sur un mot. Euh, et, et c'était pour nous qui organisions important que chacun ait le temps de sortir quelque chose et s'exprime sur base d'un mot ou de quelque chose comme ça. Et, mais c'est vrai que il faut plusieurs sessions pour qu'on commence à sentir quelque chose d'intéressant. Parce que, comme Raymond l'a bien dit, on a envie que ça serve à quelque chose. Je voulais vous demander aussi, est-ce qu'il y a un feedback ou bien est-ce que c'est uniquement limité à l'expression par rapport à un mot? Il n'y a pas de Ou bien, feedback. Il n'y a pas de non, feedback parce qu'il n'y a pas pas comme tu... d'objectif. Pardon? Il n'y a pas de feedback parce qu'il n'y a pas d'objectif. Et le feedback, a priori, c'est comment s'écarte-t-on de l'objectif qu'on s'était plus ou moins fixé. Il n'y a pas d'objectif, donc en fait, tout est Ah bon. ouais. Ah Mais moi, d'accord. Donc, j'ai mon expérience des, des- 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 des plus beaux moments de dialogue, c'est que je sortais, j'avais pas nécessairement des choses en plus ou en moins comme idée, mais je me sentais nourri. Je sentais que j'étais entré dans quelque chose, comme quand on rentre dans une pièce où il y a plein de gens et puis on sort. Ah, il y avait des gens. Oui, et ça, c'était quand on travaillait, c'était des sessions de soir, on faisait 3 heures en soirée. Et du week-end, par contre, le travail une journée complète, véritablement, génère un sentiment vraiment étrange. C'est vraiment les frontières. Autant la pleine conscience, c'est prendre conscience du processus à l'intérieur. Et c'est ce qu'on fait pendant le dialogue. Par contre, ici, on avait cette impression, c'était pas tellement ce qui se passe à l'intérieur dont je suis l'observateur et l'acteur en même temps, c'était plutôt à quel point les frontières se dissolvaient un peu. mhm. À un moment donné, on arrivait parfois à des moments magiques où la personne disait ce que j'avais peut-être envie de dire, ou parfois pas du tout. Mhm. Et moi, les moments qui m'ont nourri le plus, c'est les moments où j'étais formellement, foncièrement en désaccord avec ce qui se disait. Où j'avais envie de dire, bon, enfin. Et là, c'était vraiment, je dis, c'était la suspension de ce enfin qui véritablement me... En fait, c'est comme si à l'intérieur, il y a une prise de conscience de tout ce qui est... Qu'en fait, à l'intérieur, c'est nous, c'est pas moi, et qu'en plus, à l'extérieur, c'est nous aussi. Mhm. Et c'est...
En fait, on partage le même champ avec quelque part les mêmes informations, mais à certains moments, il y en a plus En fait, nous sommes des qui antennes. nous interpelle. Ouais, nous sommes Oui. des antennes. Oui, c'est ça. Si j'ai un objectif, j'organise mon processus pour arriver à mon objectif. Ici, on arrête de faire l'objectif pour être mieux en résonance avec justement ce bassin, cet ordre implicite, ce champ, on peut appeler ça comme on veut, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ce que je dis ne m'appartient pas nécessairement, peut-être appartient à quelqu'un d'autre. Tiens, ce qui a été dit là, je le sens, je suis avec. Et ton enfin, tu le disais ou tu le gardais pour toi? En fait, il perdait son sens. Il perdait son sens parce que je me rendais compte que ce enfin, c'était envie de défendre une idée opposée de principe, par principe, puisque je n'étais pas d'accord, alors qu'en fin de compte, cette idée-là était en fait le reflet d'une expérience que peut-être des millions de personnes aussi ont, quelque part. Pas moi à ce moment-ci. Ok, je ne suis pas sur cette fréquence-là maintenant, mais peut-être que dans 2 ans après, je l'aurai cette expérience. Et tout d'un coup, prendre conscience que cette idée n'est pas l'idée émise par cette personne, mais c'est une idée qui a émergé à travers cette personne, en fait, il n'y avait plus de m'enfin du tout. Il n'y avait plus de m'enfin, mais ça m'a... Je me souviens, c'est comme s'il y avait une bille dans un flipper, là. Ping, 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 ping. Je sentais vraiment un truc très corporel qui vraiment... En fait, c'est vraiment se détacher de l'appartenance. Se détacher de l'appartenance. J'aime assez bien cette expression, parce que c'est vraiment ça, quoi. Comment est-ce que je peux accueillir ce que Anaïs ou Raymond ou Thierry ou toi, Nathalie, avait dit, comme si c'était quelque chose qui était là, qui ne vous appartient pas à vous, pas plus qu'à moi. Et voilà. Je ramène de nouveau ça un petit peu à notre pratique. Tout à l'heure, tu disais dans un grand groupe, il y a un maximum de personnes et tout ça, parce que si on veut trop écouter, ben c'est à ce moment-là qu'il y a des conflits qui se perdent. Moi, je vois ça effectivement quand on fait un traitement, on travaille sur le hara, on travaille sur le dos, on a des points de diagnostic, on a un tas de choses. Et c'est toujours intéressant, on a envie d'aller explorer tous les côtés, et puis à la fin, pour finir, tu as exploré tellement de côtés que tu sais plus, et tu as eu tellement d'informations que tu sais plus ce que tu vas faire. Tu sais plus où tu vas aller. Et ce que m'apprend l'expérience de ce soir me dit, mais c'est vrai, j'aime bien cette idée, ça n'appartient pas à la personne, ça s'exprime à ce moment-là, et comment est-ce que moi je peux faire pour l'entendre et la vidéo, aller à l'essentiel et ne pas vouloir tout découvrir de la personne, tout savoir. Là, j'ai entendu quelque chose qui m'a interpellé et je vais réagir dans ce sens-là. Ça m'évoque aussi, je reviens sur les arts martiaux, mais c'est pour toutes les pratiques la même chose. On a un certain nombre de protocoles ou de procédés qu'on connaît, une série de points peut-être, je ne sais pas. Et tant qu'on est dans la maîtrise de la connaissance, on sait très bien qu'on va pouvoir faire. Moi, je me rappelle mes premiers accompagnements que j'avais fait il y a déjà pas mal de temps. J'avais ma série de techniques. Et parfois ça marchait, et parfois ça marchait pas du tout parce que je collais trop, je m'identifiais trop, je m'accrochais trop à la technique. Et puis venait le moment qu'à ce moment-là, je vivais comme véritablement atroce et très, très, très inconfortable, cette sorte d'angoisse. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Et à ce moment-là, il y avait ce moment-là où, on va dire, je m'en remettais au chant pour utiliser une belle expression, mais c'était vraiment... Et la plupart du temps,
il y avait une idée merveilleuse qui était parfaitement adaptée à la situation et qui débloquait en 5 minutes ce que j'avais mis une demi-heure à chercher auparavant. Et pour finir, j'en suis venu à espérer ce moment d'angoisse. Mais ces moments d'angoisse, c'est simplement ce désir de contrôle, quoi. C'est cette peur de perdre le contrôle. La personne vient me voir. Bon Dieu, si je ne sais pas quoi faire, pourquoi est-ce qu'elle vient me voir? Syndrome de l'imposteur, et on est parti. On est parti, avec, on est parti avec tout. Et puis on lâche. Et dans les arts martiaux, c'est exactement la même chose. Je pense dans toutes les pratiques, c'est de dire, tiens, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce réservoir dans lequel je me suis baigné qui fait que, effectivement, si je vais regarder, oui, avec ma pratique de PNL, d'analyse transactionnelle, d'hypnose ericksonienne, je pourrais faire ça, 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 ça. Tiens, il est parti. La personne est partie. Le tir 30 ans qui est passé. Alors qu'en fin de compte, on a fait tout ça pour être dans cette non-appartenance, en fait. Et c'est très fort basé, Bob l'explique vraiment, cette notion de participation, c'est pas mon idée que je développe, c'est quelque chose. Et en fait, quelque part, plus je vais objectifier, mais pas objectiver, objectifier, c'est-à-dire transformer en objet la technique, la personne, le point, le bras, la question, en fait, je vais rendre ça avec une apparence d'opérationnalité, mais qui va me faire perdre une marge de créativité et une latitude où là, et justement, on parle de surprise, curiosité, qui est non déterminée, mais c'est quand même très actif. C'est pas simplement je reçois. Je pense qu'il y a du travail derrière. Il faut de l'expérience. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Pardon. Non, Pardon, Anaïs. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste j'attendais. Je vais malheureusement devoir me déconnecter avant la fin de la session. Donc, je voulais voilà, juste vous dire merci beaucoup à tous. C'était vraiment super, super chouette. Je ne vais pas la faire longue, comme ça vous terminez à votre aise. Merci Christian pour cette belle session. Et si on a d'autres, je serai participer avec vous. Voilà, mais donc voilà, je m'excuse, je dois vous quitter maintenant. Mais je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de mots et de pensées positives. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. J'en profite pour demander, c'était prévu jusqu'à quelle heure pour savoir? En fait, théoriquement, je pense que c'était 1 heure. On va. D'accord. Je pense qu'on est. Oui. Je crois qu'on est à la fin là. On est on bon. termine. On va terminer C'est tranquille. pas pour Moi, j'ai mettre un terme, hein, c'est juste pour. Non, moi j'ai une question voilà, qui me brûle les lèvres, Nathalie et Raymond. C'est voilà, est-ce que vous pensez que dans votre pratique, c'est quelque chose qui va vous amener une petite lumière ou quelque chose de positif ou d'utilisable en tout cas dans la pratique, dans le shiatsu? Oui, moi, ça me donne beaucoup. Enfin, ça me conforte dans ce que je ressens. C'est de lâcher le contrôle. Parce que je crois que je souffre d'un syndrome de perfectionnisme qui fait que je n'en connais jamais assez. Et finalement, je pense que la présence est tellement importante et plus que la technique, quelque part. Maintenant, bon, il y a une technique, mais j'ai l'impression que je suis en train de l'oublier et que ça me fait du bien. Et je pense que cet exercice, en fait, pour moi, c'est comme si c'était une invitation à se désidentifier du personnage qui veut tout contrôler ou qui veut se donner l'impression de tout contrôler parce que finalement, on ne contrôle pas grand-chose. Et parfois, on est tellement étonné en ayant fait des choses qu'on n'imaginait pas faire, en shiatsu par exemple, et d'avoir des résultats. Enfin, moi, je suis étonnée, je me dis. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai rien fait. Il y a quelque chose qui s'est fait. J'adore. J'adore parce que j'ai le même sentiment. Chaque fois, je me dis,
il y a quelque chose qui s'est passé, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose. Ouais. Oui, mais parfois, tu vois, tu vois, Thierry, moi j'ai l'impression que je devrais aller revoir dans les livres. Et ça m'énerve un peu. J'y arrive pas, en fait. Mais je me dis, ah, faudrait que j'aille revoir quand même quelques trucs, parce que là, qu'est-ce que je fais? Oui, et parfois j'ai des doutes comme ça, malgré les résultats. Ou bien j'ai oublié les noms de certains points, etc. Et j'arrive pas à expliquer, et puis finalement je me dis, mais c'est pas l'explication qui compte. Enfin, voilà. Mhm. Là, je partage entièrement. Et toi, Nathalie? Alors moi, je suis déstabilisée par l'exercice. Je Je vois trouve que ça. c'est vraiment pas facile. C'est pas le... Enfin voilà. Et j'ai plus facile en fait, parce que je fais du Psyche, j'ai plus facile à être dans ce processus finalement qui est de non-pensée que d'être dans le processus que tu proposes ici, qui finalement est d'avoir une sorte de lâcher prise, je sais pas très bien, mais sur le processus de pensée même. Je trouve ça très très compliqué. Oui, je suis infiniment d'accord. Ce que je fais dans la pratique que j'appelle Aiki Dialogue, euh, par exemple, un exercice vraiment simple, c'est de dire, bon, vous avez déjà fait de la pleine conscience, ou pas penser, etc. On revient, on revient, et, et puis à un moment donné, donc simplement, faites-le maintenant, comme ça, revenez simplement dans la présence, conscience du corps, etc., personnel par rapport à vous. Et puis je dis pizza. C'est excellent. Et puis je reviens. Et puis on revient. Et puis je dis pneu. Et on revient. Courir. Les mots plus que les gestes nous font sortir, quoi. Nous font sortir, quoi. Mais tu as raison, hein, et c'est pour moi, c'est deux exercices différents et très complémentaires. Cette notion de pleine conscience, essayer de revenir à l'esprit vide, etc. Et ici, c'est pas la même chose, en fait. On reste avec. C'est beaucoup plus en termes de limite, en fait. C'est la limite. La limite de moi et le groupe, la limite de la pensée et de moi, la limite de mon processus d'observateur par rapport à celui qui est acteur. Et je trouve que c'est très très perturbant parce que je me fais, pourtant j'ai un peu plus d'habitude, mais quand Raymond a commencé à raconter son histoire de lâcher la connaissance, etc., je suis parti dans des résonances, des choses pareilles, mais j'ai dit, mais je n'écoute plus là. Oui. D'autant plus quand je suis d'accord que quand je suis en désaccord. Quand c'est neutre, il y a encore moyen de gérer. Mais plus je rentre en résonance et plus je me fais piéger. Ah, c'est pas mal ça. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Ouais. Oui, en fait, moi, je suis déstabilisée par cette séance, ce partage. En fait, ce qui est très perturbant pour moi, c'est que tu dis, donc on n'a pas d'objectif, ok? Ça, je comprends conceptuellement, je comprends. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs à observer, tu vois, tellement de postures différentes à avoir au même moment, que même s'il n'y a pas d'objectif, je trouve que c'est... Ouais, je suis déstabilisée parce que j'arrive pas à percevoir comment me positionner, bien qu'il n'y ait pas de positionnement à avoir. Donc j'entends bien le truc, j'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Je suis pour moi. Complètement d'accord, parce que c'est tout à fait en accord avec mon expérience, et pour ça, la réponse que je peux apporter, c'est on fait ça pendant 3 heures. Et tout de suite, et puis on voit. Tu auras des réponses différentes. En fait, là maintenant, il y a trop, c'est trop nouveau, c'est trop différent, et donc ça remue dans tous les sens. Et puis tu sens que le terrain se lisse. Ouais, c'est très touchant. J'avoue que émotionnellement, c'est touchant. Parce qu'effectivement, tu ramènes à des choses à toi, tu analyses ton comportement, tu
c'est dans un processus d'écoute de l'autre, de curiosité. J'adore que tu aies choisi ce mot-là pour finir parce que ça correspond tellement bien à ce qui s'est passé. C'est interpellant, c'est vraiment interpellant. Oui. Ouais. Voilà. Merci. Moi, c'est la première fois que je fais, enfin, c'est une petite tentative parce que c'est vraiment très très court. Il faudrait pour dire, tiens, voilà, on fait une séance, 1 heure, on commence d'entrée de jeu et on est parti. Probablement, je pense que ça, avec Zoom, c'est faisable en fait. Je pense que c'est tout à fait faisable. Bon, la présence autour de table, etc., ça ajoute quelque chose toujours, mais c'est vrai que le problème, c'est qu'il faut que les gens se déplacent, c'est toujours la même chose. Nous, on avait des groupes qui ont travaillé on a travaillé pendant 2 ans, on allait de Louvain, Malines jusque Namur, et on se voyait tous les mois, au moins une soirée. Tous les mois, au moins une soirée, parfois plus, et alors on a fait 1 ou 2 week-ends, 2 jours complets. Et réellement, c'est intéressant. Et c'est marrant parce que tu m'as rappelé des souvenirs que j'avais oubliés en donnant ton expérience, Nathalie. J'avais oublié que je demandais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a tellement de choses à faire. Mais ça ne sert à rien. Alors je frappe sur la main de ma pensée. Bon, bref. Il y a un bouquin, il y a très peu en français, mais si vous lisez l'anglais, il y a le livre de David Bohm, On Dialogue, qui est un bouquin de 100 pages maximum. C'est très lisible et il a plein d'autres bouquins sur l'ordre implicite, l'ordre explicite, qui sont fabuleux. C'est fabuleux parce qu'on retrouve toutes les théories, notamment de Guy Herman, sur la notion de futur qui existe déjà, etc., etc. Et véritablement, lui, il parle et on fait ça énormément en hypnose, on sème des graines pour que l'ordre implicite émerge. C'est comme quand on dit on va dormir avec une idée, puis on fait tout d'un coup des rêves à propos de cette idée. C'est toute cette mécanique-là qu'on peut faire individuellement, et ici on essaie de le faire à travers le groupe. Pour justement sortir des boucles auto-circularité uniques. Je ne peux pas explorer mes limites seul. C'est presque antinomique. J'ai besoin de l'autre, même en me demandant, mais qu'est-ce qu'il fout là? Parce que c'est grâce à vous que je peux explorer hors et à l'intérieur. Sinon, en pleine conscience, je vais le faire à l'intérieur. J'ai la partie qui est distraite, j'ai la partie qui en a marre, j'ai la partie qui a envie de dormir. Ça, c'est le travail à l'intérieur. Ici, on ajoute la dimension extérieure. Et en plus, pour combiner le tout, on fait les deux en même temps. Et après, on se dit qu'il y a trop à faire. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie d'expérimenter ça lors d'un traitement, clairement, quoi. Et je suis triste qu'il n'y ait pas eu plus de monde du Seiki qui soit venu à l'atelier parce que, franchement, ça touche tellement ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et je pense à 2 choses. Ce serait de refaire éventuellement un atelier, mais sur base d'adhésion. Donc l'atelier ne se déroule que si on a un certain nombre de personnes. Et puis, pourquoi pas à la rentrée, puisque l'idée c'est aussi de faire des ateliers en vrai, pourquoi pas essayer d'en faire un en live, quoi. Oui, mais de toute façon, moi je l'avais fait il y a 2 ans, j'ai arrêté l'année passée parce que j'étais dans les travaux, mais j'allais recommencer parce que je trouve que c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'en live, c'est encore différent, bien sûr, mais il faut consacrer un minimum d'heures. Sinon, c'est compliqué. Oui, non, il faut, oui, non, je Il faut comprends. s'échauffer. Merci beaucoup, Ok. passez une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Christian. Ciao, ciao. Merci. Merci beaucoup, Nathalie.